frappe à Tcheboksary, une usine militaire clé détruite et la centrale thermique de Belgorod visée. Des toilettes mobiles sont acheminées en ville. Le système d'égout est tombé en panne à cause de la coupure de courant. Les forces armées ukrainiennes continuent d'avancer dans la direction de Zaporizhia. Les chars Léopard ukrainiens ont brillamment repris un village dans le Donbass. Les commandants russes ont ouvert le feu sur leurs propres soldats qui voulaient se rendre. Loukachenko entre en guerre. La Russie commence à lancer des drones depuis le territoire biélorusse. Poutine prépare une mobilisation en raison de cela et Telegram a été fermé. Les forces armées ukrainiennes entrent en Crimée. Que se passe-t-il sur la péninsule? Aksenov appelle à l'aide. Négociations à Genève, division au sein de la délégation ukrainienne. Witkoff parle de progrès significatifs. Poutine a promis à Trump l'accord du siècle qui lui vaudra le prix Nobel. Le CIO touche le fond. Les athlètes russes ont été autorisés à concourir sous leur propre drapeau. L'Union européenne exige de Kiev de reprendre les livraisons de pétrole russe à la Hongrie et à la Slovaquie via l'oléoduc Druzhba. Orban accuse l'Ukraine de financer l'opposition et d'intervenir dans les élections. Je m'appelle Katerina Nesterenko et voici l'essentiel. Mais avant tout, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus dans l'immensité YouTube. Jusqu'à présent, les Russes se sont contentés de lancer des ultimatums et de réciter des anecdotes historiques lors des négociations. À des milliers de kilomètres de là, les forces armées ukrainiennes continuent de transformer le régime de Poutine. Un véhicule militaire réduit à un amas fumant de ferraille. La nuit du 17 au 18 février a de nouveau été mouvementée pour les occupants, même dans les zones les plus reculées de l'arrière. Le principal cadeau, Tcheboksary, la capitale de la Tchouvatchi, à plus de 1000 km de la frontière. Des drones ukrainiens ont de nouveau frappé l'usine de l'Institut de recherche Progrès, une entreprise qui produit des équipements radioélectroniques pour les missiles et drones russes. L'usine, qui fait partie de l'association de production ABS Electro, fabrique des produits radioélectroniques et des composants, y compris pour les forces armées de la Fédération de Russie. Il s'agit notamment des antennes Kometa, qui protègent les drones Djeran contre les moyens de guerre électroniques ukrainiens, ainsi que des récepteurs de signaux satellites pour les missiles Kalibre et Iskander. Comme l'a souligné l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les entreprises produisent également des récepteurs satellites et des antennes pour les systèmes GLONASS, GPS et Galileo. Les habitants locaux signalent une série d'explosions, une épaisse fumée et un incendie en périphérie de la ville, dans la zone de l'usine et d'un site énergétique voisin. Le gouverneur de la République de Tchouvatchi, Oleg Nikolaev, confirme 2 vagues d'attaques de drones, mais insiste sur le fait que seuls quelques véhicules ont été endommagés. Le ministère russe de la mort affirme traditionnellement avoir tout abattu, mais les images de témoins oculaires parlent d'elles-mêmes. 1. Pouvez-vous me dire où il est tombé? Je suis juste ici, j'habite directement sur Kivechskaya, j'ai l'institut de recherche ici, là-bas. Putain, c'est Madagascar. Putain, quelle fumée! À propos de circonstances, cette usine avait déjà brûlé en décembre 2025. Et maintenant, ça recommence. Pendant ce temps, à Belgorod et dans la région, c'est la 5e attaque contre le secteur énergétique en février. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov signale des dommages aux infrastructures. Cependant, selon les chaînes de surveillance, la centrale thermique TEK Energo a été touchée par une frappe de missile et est désormais hors service. C'est la poursuite des ripostes symétriques des forces armées ukrainiennes aux attaques russes contre le secteur énergétique ukrainien. Ainsi, les autorités locales préparent désormais des toilettes biologiques, car sans électricité, les pompes du système d'égout de Belgorod s'arrêteront. À Mariupol occupé, des éclairs et des explosions ont également été observés la nuit dans la zone du port. 2 drones bourdonnaient dans le ciel. Il va bientôt se passer quelque chose quelque part. 2 avions. Le premier est là. L'occupation évoque le travail de la défense antiaérienne. Les détails des cibles restent inconnus. On attend confirmation de l'état-major ukrainien. En lisant vos commentaires, je vois que vous êtes nombreux à nous suivre du Kazakhstan, de Moldavie, d'Europe et des États-Unis. Nous, Ukrainiens, sommes reconnaissants de votre soutien et fiers de nos spectateurs. Dites-nous en commentaire d'où vous nous suivez et si votre pays soutient notre lutte contre l'Empire. Du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir et nous, de notre côté, continuons. La suite sera la plus intéressante. Et maintenant, parlons de la situation sur le front. Les forces de défense de l'Ukraine continuent d'agir efficacement, en frappant l'ennemi.
Sur la direction de Zaporijia, nos combattants ont repoussé les Russes dans la région de Vishneve, Verbove et Tarnove. Cependant, les analystes de Deep State constatent une avancée ennemie près de Berestka. Les combattants ont mené une opération réussie avec un char et des drones. Du 7e corps des troupes aéroportées dans la région de Grichino, dans l'oblast de Donetsk. Ils ont nettoyé la partie est du village des occupants. L'ennemi, bien sûr, ne se rend pas et continue de faire pression avec de petits groupes. Mais la dernière tentative de percée à Grichino s'est soldée pour les Russes par une perte. Moins environ 10 personnes. L'apparition d'une zone grise dans la partie nord-est du village de Kondratievka a entraîné des tentatives actives d'offensive de la part des Russes. Cependant, les soldats de la 158e brigade mécanisée indépendante font échouer de façon spectaculaire les plans ennemis. Ils ont capturé 5 occupants d'un coup, à l'aide d'un drone équipé d'un haut-parleur. L'endroit où vous vous cachez va maintenant être complètement détruit. Les commandants de la Fédération de Russie ont même ouvert le feu sur leurs propres soldats qui voulaient en se rendre. Mais ils ont survécu et témoignent déjà. Et encore un autre cas révélateur dans l'armée de Poutine. Un jeune homme de 20 ans originaire du Daghestan a été arrêté dans les transports pour avoir échappé au service militaire obligatoire. Heureusement, on essayait de convaincre le garçon de signer un contrat. Il refusait. Mais en Russie, cela n'intéresse personne. Le commandant a simplement mis sa signature à sa place. Les flics m'ont attrapé dans un autocar, ils ont signé le contrat à ma place et m'ont envoyé à la guerre. Et les commandants voulaient de l'argent. Ils prenaient l'argent, ils frappaient sans pitié. Ici, dans cet endroit, il n'y a ni nourriture, ni eau potable à disposition. J'ai vu de mes propres yeux beaucoup de morts, de nombreux cadavres. Je marchais dans la plantation, j'ai compté 50 cadavres, et les commandants s'en fichaient, personne ne les ramasse. Lors de ma mission, 45 personnes sont mortes, et seules 2 sont restées en vie. Et nous n'avions ni eau ni nourriture. C'est ainsi qu'un jeune homme de la forêt est devenu contractuel, et il est maintenant prisonnier. Il s'est rendu volontairement à nos militaires, car il ne voulait pas combattre ni devenir un occupant. Au fait, c'est sur la direction de Zaporijia que le plus de Russes se rendent prisonniers, là où la contre-offensive de l'armée ukrainienne se poursuit. Une superficie record de terres ukrainiennes a été reprise à l'URSS en seulement 5 jours. Cela représente plus de 200 km². Et cela équivaut à ce que l'ennemi avait réussi à capturer pendant tout le mois de décembre dernier. Comment cela a-t-il été possible et cette tendance va-t-elle se maintenir à l'avenir? Regardons. La semaine dernière, l'Ukraine a obtenu ses plus grands succès sur le champ de bataille depuis 2 ans et demi. Du mercredi 11 février au dimanche 15 février, les forces armées ukrainiennes ont réussi à reprendre 201 km². C'est ce qu'écrit l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Le territoire repris est pratiquement équivalent aux conquêtes de la Russie pour tout le mois de décembre. L'une des principales raisons est que l'armée ukrainienne a profité des problèmes de communication des troupes russes. Ces contre-attaques ukrainiennes utilisent probablement le blocage récent de l'accès des troupes russes à Starlink, ce qui, selon les blogueurs militaires russes, provoque des problèmes de communication et de commandement sur le champ de bataille. Institut pour l'étude de la guerre. L'Ukraine a réussi à reprendre le contrôle de petites localités le long des rivières Yanchur et Gaïchur, dans les directions d'Alexandrovsk et de Gouliaïpol dans la région de Zaporijia. C'est la plus grande portion de territoire reprise par les forces armées ukrainiennes en si peu de temps depuis le début de la contre-offensive en juin 2023. Cette opération semble apparemment revêtir une importance assez grande. Ce n'est toujours pas une contre-offensive, mais une opération offensive d'échelle opérativo-tactique et des forces importantes y ont été déployées. Au cours de contre-attaques, les forces armées ukrainiennes ont réussi à avancer de 5 à 10 km en profondeur dans la zone grise et à rétablir le contrôle sur 12 villages dans la partie orientale de la région de Zaporijia. La ressource Deep State signale une baisse générale du rythme d'avancée de l'armée russe en Ukraine, atteignant son minimum des 10 derniers mois. Aussi lentement que cela, la Russie n'a pas progressé en Ukraine depuis le début du mois d'avril de l'année dernière. Moins de 36 km² en une semaine. La dernière fois que l'armée russe a conquis du territoire en Ukraine, c'était pendant la semaine du 31 mars au 6 avril de l'année dernière, selon la carte de Deep State. À ce moment-là, selon le projet, 24 km² du territoire ukrainien sont passés sous le contrôle de Moscou.
agence de presse. Nous avons mis au point et développé des capacités techniques et opérationnelles permettant d'infliger de manière très concrète des dommages extrêmement sérieux à la formation militaire russe et de frapper les arrières opérationnelles de l'ennemi à distance, à 20, 30, 40, 50 km de la ligne de contact. Et cela conduit à l'épuisement des troupes de l'agresseur sur certains secteurs du front. En plus du changement de situation sur le front et de la prise de toute l'initiative, les forces ukrainiennes portent des frappes constantes contre les raffineries russes. Dans la zone arrière du territoire de l'agresseur, oui. Dans la nuit du 17 février, une frappe a été portée contre la raffinerie de pétrole d'Ilski dans le kraï de Krasnodar. La raffinerie d'Ilinsky est l'une des plus grandes entreprises de l'industrie pétrolière dans le sud de la Russie et elle joue un rôle important dans la production de produits pétroliers et l'approvisionnement de l'armée russe. De telles frappes constantes contre les raffineries détruisent en fait l'économie de l'agresseur. Les succès sur le front et les frappes contre les raffineries sont de bons atouts sur la table des négociations et il semble que l'administration Trump soit fatiguée du Kremlin et prête à adopter la position de Kiev lors des négociations. Un autre atout, c'est la flotte fantôme de la Russie. L'assistant du président russe Nikolaï Patrouchev déclare déjà ouvertement que si un accord de paix n'est pas signé prochainement, les attaques contre les pétroliers ne feront qu'augmenter. D'après les informations disponibles, de telles actions vont s'intensifier. Les attaques contre nos navires et nos cargaisons vont devenir plus fréquentes. Nikolaï Patrouchev, assistant du président de la Fédération de Russie. Une excellente situation se présente donc pour faire basculer le cours des négociations en faveur de l'Ukraine et conclure la paix aux conditions de Kiev. Je ne me lasse jamais d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent la ligne de front et résistent à une immense horde qui les surpasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes et si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. La deuxième journée de négociation à Genève s'est terminée. La Russie fait traîner les choses, tandis que les Américains félicitent Trump pour les progrès significatifs réalisés. Mais la réalité est bien moins rose. Le chef de la délégation russe, l'historien de Poutine Vladimir Medinsky, les a qualifiés de difficiles mais professionnels. Comme vous le savez, les négociations ont duré 2 jours. Il y a très longtemps, sous différents formats. Et de nouveau aujourd'hui, vers 14 heures. Ils étaient lourds, mais d'allure professionnelle. La prochaine réunion aura lieu prochainement. Du côté américain, l'envoyé spécial de Trump, Steve Witko, a écrit dans son post sur le réseau X que c'est un succès pour Trump. Le rapprochement des partis dans cette guerre a conduit à des progrès significatifs. Tout cela sonne bien sûr de façon optimiste, mais cela ressemble davantage à un coup de pub. Witko a simplement profité de l'occasion pour faire encore une fois l'éloge de Trump. Mais le journaliste d'Axios Barak Ravid rapporte le contraire en se référant à ses propres sources. Selon lui, le groupe politique de négociation s'est retrouvé dans une impasse, précisément à cause des positions de Medinsky. Auparavant, les négociations du côté russe étaient également menées par des militaires. Et maintenant, de nouveau, ce pseudo-historien qui a manifestement été envoyé pour retarder le processus, voire peut-être aggraver la situation. Zelensky a déjà commenté la situation et a déclaré que la Russie tente de faire traîner les négociations qui pourraient déjà être arrivées à leur phase finale. La partie ukrainienne s'est clairement fixée pour objectif d'obtenir des résultats concrets, notamment sur la question de l'échange de prisonniers et de la libération des civils. Et il ne faut pas nier qu'il n'y a ici qu'un certain progrès. Dans le même temps, les médias Zaïkonami s'empressent de parler d'une scission au sein de la délégation ukrainienne. Un camp, avec Boudanov, est en faveur d'un accord rapide sous l'égide des États-Unis, tant que la fenêtre d'opportunité, comme on dit, n'est pas encore refermée. L'autre camp, en revanche, est contre la précipitation, estimant que le temps joue en faveur de l'Ukraine. Il semble que Medinsky à Genève ait rempli sa mission. Rien n'a bougé. Nous suivons de près le prochain round, qui est annoncé pour bientôt. La Russie a proposé aux États-Unis ce qu'on appelle le plus grand accord, le paquet. Des accords économiques prétendument d'une valeur de milliers de milliards de dollars, qui, selon le plan du Kremlin, pourraient rapporter des prix Nobel à la fois à Poutine et à Trump. C'est ce qu'écrit la publication réputée Zaïkonami, en se référant à des fuites de documents du Conseil de sécurité russe.
Ainsi, l'article indique qu'en parallèle des négociations sur l'Ukraine, des discussions d'affaires sont en cours. Comme l'a déclaré Zelensky en se référant aux données des services de renseignement, Moscou a promis des accords à Washington pour 12 000 milliards en échange d'un assouplissement des sanctions. Autre point clé. Depuis avril 2025, le délégué de Poutine, Kirill Dmitriev, a rencontré l'envoyé spécial de Trump, Sim Witkov, au moins 9 fois. Ils ont discuté de parts dans les actifs énergétiques, de l'extraction en Arctique, des métaux de terre rares, d'un centre de données nucléaires, d'un tunnel sous le détroit de Bering. Et lors de la rencontre avec Trump en Alaska, Poutine a proposé de restituer des actifs d'une valeur de 5 milliards de dollars saisis à la compagnie pétrolière ExxonMobil en 2022. C'est ce qu'écrit The Economist. Cependant, la publication évalue sobrement la proposition russe. Selon elle, les 12 000 milliards de dollars sont une exagération, calculée pour flatter Donald Trump. Les calculs réels montrent que même en revenant au niveau des échanges de 2021, et si les États-Unis occupèrent la moitié du marché, cela donnerait au maximum 340 milliards de dollars par an, des flux de non-bénéfices. Donc on est encore très loin des trillions, et il est d'ailleurs très peu probable de maintenir de tels volumes pendant des décennies. La conclusion de la publication est la suivante. Si la Maison-Blanche mord à l'hameçon du Kremlin, la Russie restaurera son économie pour une nouvelle agression et les États-Unis récolteront des risques politiques au lieu d'avantages. Les experts conseillent au président, agissant dans l'intérêt de l'Amérique, de refuser froidement la proposition des Russes. Le Kremlin prépare quant à lui une surprise de mobilisation pour les Russes, c'est pourquoi Telegram est en train d'être restreint. C'est ce dont débattent actuellement les médias russes. Dans la pseudo-empire, on reparle à nouveau du blocage imminent de Telegram, mais cette fois-ci, cela est lié à une possible nouvelle vague de mobilisation. Selon la chaîne Telegram Baza, qui cite des sources dans plusieurs agences, le blocage complet du messager pourrait commencer dès le 1er avril. Roskomnadzor a officiellement confirmé qu'à partir du 10 février, ils ont commencé à ralentir Telegram. Mais revenons aux rumeurs concernant la mobilisation. Tout l'Internet russe est en effervescence, affirmant que le Kremlin veut nettoyer Telegram, où se trouve le plus de chats anti-guerre, ainsi que des fuites provenant des militaires russes eux-mêmes, et la coordination des protestations avant la vague d'appels sous les drapeaux. On dit qu'un blocage total permettrait, soi-disant, d'isoler la population de, disons, l'information nuisible. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, s'est déjà empressé de nier toute implication dans le blocage du messager. Ils affirment qu'ils n'y sont pour rien. Tout cela, c'est la faute de Roskomnadzor. Les médias officiels essaient aussi de calmer la population. Le député Andrei Zvintsov a qualifié les rumeurs concernant le 1er avril de simples prévisions journalistiques. Les Russes, préparez-vous là-bas. Si en avril, Telegram est vraiment bloqué, considérez cela comme l'un des signaux forts indiquant qu'une nouvelle vague de mobilisation est déjà en approche. La Biélorussie est devenue un complice à part entière dans les attaques contre l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a déclaré que dans la seconde moitié de 2025, la Russie avait déployé sur le territoire de la Biélorussie voisine tout un système de relais, spécialement installé pour contrôler des drones d'attaque, ce qui a directement renforcé la capacité de l'agresseur à frapper les régions du nord de l'Ukraine, de la région de Kiev à celle de Volhynie. Une partie de ces attaques vise notamment des infrastructures énergétiques et le réseau ferroviaire. Selon le président ukrainien, sans l'aide de la Biélorussie, les Russes n'auraient pas pu nous infliger autant de souffrances. Et il semblait qu'après l'affaire de la suspension de Eraskevitch à cause du casque commémoratif, le Comité international olympique avait déjà touché le fond. Mais comme on dit, il y a toujours pire. On a appris que les athlètes russes et biélorusses pourront participer aux Jeux paralympiques d'hiver 2026 sous leurs drapeaux nationaux. Il s'agit de 6 Russes et de 4 Biélorusses qui prendront part à ces Jeux. Je rappelle qu'en septembre dernier, le Comité international paralympique a levé l'interdiction de participation des athlètes de ces deux pays. De plus, pour la Russie, ce sera la première fois depuis 2014 que ces athlètes apparaîtront aux Jeux paralympiques sous leur drapeau national. Auparavant, ils avaient été privés de ce droit, d'abord à cause de vastes manipulations de dopage, puis depuis 2022, en raison de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Mais les Russes et les Biélorusses ont contesté cette décision. Ils ont obtenu gain de cause devant le tribunal arbitral du sport concernant les restrictions. En mars 2026, ils pourront participer aux Jeux paralympiques sous leurs symboles nationaux. Honnêtement, je n'ai plus de mots décents pour exprimer ce que je ressens.
Et dans de tels moments, on se demande de plus en plus souvent si l'on peut vraiment encore qualifier ce monde de civilisé. L'Union européenne fait pression sur Kiev, exigeant la réparation rapide de la section endommagée de l'oléoduc Druzhba, afin de rétablir le transit du pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie. C'est ce qu'écrit Radio Svoboda. Le 17 février, la représentante de la Commission européenne, Anna Kaisa Itkonen, a confirmé que Bruxelles était en contact avec l'Ukraine concernant le délai de réparation de l'oléoduc Druzhba et sur la rapidité avec laquelle l'oléoduc pourrait être remis en service. La Commission européenne est prête, si nécessaire, à convoquer un groupe de coordination d'urgence pour discuter des itinéraires alternatifs d'acheminement du pétrole russe. Je rappelle que le transit a été interrompu le 27 janvier 2026 après une frappe de drones russes sur l'infrastructure de l'oléoduc située sur le territoire ukrainien. L'arrêt des livraisons a provoqué le mécontentement à Budapest et à Bratislava, car les deux pays dépendent fortement du pétrole russe acheminé par Druzhba. Le Premier ministre slovaque pro-russe Robert Fico a ouvertement accusé Kiev de retarder les réparations, prétendument à des fins politiques. Selon lui, l'Ukraine agirait ainsi pour forcer la Hongrie à lever son veto sur la future intégration européenne. D'après Fico, il s'agit d'un chantage politique. C'est possible, mais il convient d'y regarder de plus près. Si c'est du chantage, de quel côté vient-il ? Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a déclaré que Budapest avait cessé de fournir du diesel à l'Ukraine et ne reprendrait les livraisons que lorsque le pompage du pétrole par l'oléoduc Druzhba aura été rétabli. Deuxièmement, si l'Union européenne a interdit l'importation de pétrole russe par oléoduc en raison de la guerre de la Russie en Ukraine. Mais la Hongrie et la Slovaquie, en tant que pays sans accès à la mer, ont obtenu des exemptions permanentes à ces sanctions. Le 16 février, le VDP a également exprimé le souhait de profiter d'une exemption temporaire pour importer du pétrole russe par voie maritime via la Croatie, en utilisant l'oléoduc Adria. Et maintenant, comme on dit, la cerise sur le gâteau, même si c'est plutôt la fraise, le Centre d'analyse de l'étude de la démocratie, dans son rapport du 16 février, affirme clairement que la Hongrie n'a pas besoin du pétrole russe. Il y en a un plus facilement accessible. Et toute cette dépendance est un choix purement politique qui affaiblit l'unité de l'UE et sape le régime de sanctions. Alors, qui fait du chantage à qui ici ? Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a accusé l'Ukraine d'ingérence dans les élections hongroises. De plus, la Hongrie s'est tournée vers la Croatie pour l'approvisionnement en pétrole russe après l'arrêt du transit via l'Ukraine. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces déclarations ? En réalité, et qu'a donc prévu la Hongrie cette fois-ci ? Tous les détails dans notre reportage. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré que les autorités ukrainiennes s'ingéraient prétendument activement dans les élections hongroises. Il l'a affirmé lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ainsi, Orbán a indiqué que la partie ukrainienne n'était pas indifférente à l'issue des élections en Hongrie, et c'est pourquoi elle a décidé de participer à la campagne électorale. Selon le Premier ministre hongrois, les participants actifs à ces élections ne seront pas seulement les hommes politiques hongrois de l'opposition, mais aussi les autorités ukrainiennes et le président de l'Ukraine. Nous nous appuyons sur le bon sens, donc cela ne devrait pas nous surprendre. Les participants actifs à ces élections seront le président de l'Ukraine, et nous devons également les vaincre. Le Premier ministre hongrois affirme également que Kiev finance les opposants de son parti Fidesz. Nous savons qu'il finance nos adversaires, nous savons comment cela se passe. Mais le politologue Piotr Leszczuk est convaincu que tout ce dont parle Orbán n'est qu'une pure manipulation. Si l'on parle de l'ingérence de l'Ukraine dans les élections hongroises, c'est bien sûr risible, car il s'agit d'une pure technologie politique de la part du Premier ministre hongrois, alors que par exemple, un certain nombre d'hommes politiques de droite en Europe, dans le monde et même l'administration Trump font ouvertement campagne pour Orbán lors des élections, et personne ne considère cela comme une ingérence dans les élections. Personne ne l'appelle ainsi. Orbán joue depuis longtemps à un jeu dont il a lui-même inventé les règles. Simplement, Orbán a adopté une position ouvertement anti-ukrainienne et tente d'utiliser cette position comme base pour s'opposer lors des élections. Autrement dit, il attise l'hystérie anti-ukrainienne et essaie de vendre cette hystérie à l'électorat hongrois. Honnêtement, je doute que cela fonctionne très bien. Orbán a instauré une corruption effroyable en Hongrie, et cette corruption est directement liée au fait qu'il devient de plus en plus dépendant de la Russie, du pétrole russe, de l'argent russe.
Autrement dit, il est évident que tout ce qu'il fait, il le fait pour obtenir du pétrole russe bon marché, puis le revendre et en tirer profit. Après l'arrêt des livraisons de pétrole russe via l'Ukraine par l'oléoduc Druzhba, la Hongrie et la Slovaquie ont demandé à la Croatie d'organiser l'approvisionnement en pétrole russe par l'oléoduc adriatique Janaf. C'est ce qu'a écrit lundi 16 février sur le réseau social X le chef de la diplomatie hongroise, Péter Szijjártó. Les Ukrainiens, pour des raisons politiques, n'ont toujours pas repris les livraisons de pétrole via l'oléoduc Druzhba. C'est pourquoi aujourd'hui, avec le ministre de l'économie slovaque, Denisa Šaková, nous avons adressé une lettre au ministre de l'économie croate, Ante Šušnjar, avec la demande suivante, que la Croatie, conformément aux règles de Bruxelles, assure immédiatement la possibilité de livrer du pétrole russe à la Hongrie et à la Slovaquie, par l'oléoduc adriatique. La sécurité énergétique du pays, y compris la nôtre, ne peut pas être une question idéologique. C'est pourquoi nous attendons des Croates qu'ils ne mettent pas en danger, contrairement à l'Ukraine, la sécurité de l'approvisionnement en pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie pour des raisons politiques. La Hongrie et la Slovaquie exigent que la Croatie commence à leur fournir du pétrole russe via son infrastructure portuaire, bien que précédemment c'était précisément l'impossibilité d'un tel transport que tant Orban que le gouvernement slovaque invoquaient pour justifier la nécessité d'utiliser l'oléoduc Druzhba. Le gouvernement expliquait la nécessité d'utiliser l'oléoduc Druzhba. Le transport du pétrole brut russe par l'oléoduc Druzhba via l'Ukraine a été interrompu depuis la fin du mois dernier, en raison des attaques massives russes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne. Il a été rapporté que les Russes ont frappé l'une des installations dans la région de Lviv qui est liée à l'oléoduc Druzhba. La Croatie, quant à elle, a déclaré qu'elle était prête à aider la Hongrie et la Slovaquie pour le transit du pétrole, mais pas du pétrole russe, car celui-ci finance la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Merci. C'est ce qu'a annoncé sur le réseau social X le ministre de l'économie de la Croatie, Ante Šušnjar. Il a souligné que la Croatie est prête à aider à résoudre les problèmes de transport du pétrole, tant que cela respecte la législation de l'Union européenne et les conditions des sanctions américaines. En effet, personne ne devrait se retrouver sans carburant. La Croatie a agi de manière responsable et transparente en matière de sécurité énergétique régionale. Et nous le ferons à nouveau pour nos amis hongrois et slovaques, en respectant pleinement nos alliés ukrainiens et la souffrance quotidienne qu'ils endurent. L'oléoduc Adria est prêt, il n'y a donc plus d'excuses techniques pour qu'un quelconque pays de l'UE reste dépendant du pétrole russe. Un baril acheté à la Russie peut sembler moins cher pour certains pays, mais il finance la guerre et l'agression contre le peuple ukrainien. Il est temps de mettre fin à cette guerre motivée par le profit. L'infrastructure ne change pas du jour au lendemain, mais les récits, eux, changent parfois. Eh bien, en attendant, il ne reste plus qu'à prendre du pop-corn et attendre la réaction de la Hongrie. Il s'est soudain avéré qu'en réalité, le pétrole russe pouvait aussi être transporté par mer. Mais alors, une question logique se pose. Si, en réalité, il est possible de recevoir du pétrole par la mer, la Hongrie perd ainsi son dernier argument qu'elle utilisait auparavant pour justifier son besoin de pétrole russe. Il disait que, justement, il ne pouvait recevoir que du pétrole russe, uniquement par oléoduc. Par la mer, cela ne suffirait pas pour nous. Il s'avère maintenant qu'il est possible de recevoir du pétrole par la mer, mais ils ne veulent pas spécifiquement du pétrole russe. Mais si vous pouvez recevoir du pétrole par la mer, vous pouvez acheter n'importe quel autre pétrole, dans n'importe quel pays du monde. Orban s'est tout simplement démasqué lui-même. Il s'est avéré en réalité que toute sa politique précédente, selon laquelle il était impossible de remplacer le pétrole russe, n'était qu'un mensonge. En réalité, le problème n'est pas l'impossibilité de remplacer le pétrole russe, mais le fait qu'Orban tire des revenus de corruption précisément du pétrole russe. Les dents serrées. 40% de l'argent personnel des Russes est englouti par la nourriture, le reste part dans les charges, le loyer et le crédit immobilier. Mais même de telles dépenses colossales du budget familial pour le frigo ne protègent pas les sujets de Poutine de la faim, car les prix des produits alimentaires continuent malgré tout de grimper. Quand la véritable famine de guerre commencera-t-elle en Fédération de Russie ? Regardons. Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, nous allons tenir notre première réunion de l'année 2000. En 2026, une réunion sur les questions économiques. Il faudra payer pour la guerre. Nous donnons à tous l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour vivre et survivre. Sanctions, isolement, rupture des chaînes logistiques. Il n'y aura plus de produits bon marché. Mangez-vous souvent du bœuf ? Je ne mange pas du tout. Je ne mange pas du tout de viande. Bien.
Les restaurants ferment et la nourriture devient plus chère. Parce que les prix de tout augmentent. Oh ouais, les inscriptions n'augmentent pas, j'ai complètement perdu mon emploi. La Russie de Poutine lance une opération spéciale. Serrez vos ceintures. Puis-je jurer? Eh bien, je suis pour la culture. Donc tout va très mal. Pourquoi? Entrée pour 5. Ça ne me va pas du tout, ça ne me va pas du tout. Quant à la viande, écoutez, je plains vraiment ces gens qui en mangent, c'est tellement dur pour eux. Même la vodka est devenue un luxe pour les Russes. Le prix minimum pour 0,5 a grimpé en flèche pour atteindre 400 roubles. Avez-vous compris l'allusion quant à la durée de cette situation? Bien sûr que non. Les autorités insistent sur le fait que tout cela a été inventé de toutes pièces. Je cueille des baies, je cueille des légumes et tout le reste. Donc pour moi, cela n'a pas coûté plus cher, je peux soigner quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, Poutine s'est déjà occupé de vous et a même aligné les prix des loyers et des charges. Où trouver un tel argent? Les gens sont aujourd'hui démunis, les gens sont épuisés. Vladimir Vladimirovitch, faites quelque chose. Les gens ont besoin d'un endroit où vivre. Comment allons-nous vivre? Nous ne pouvons pas vivre normalement dans notre propre pays. Tout se passe comme prévu. Malgré des factures de charges records, une nouvelle augmentation est attendue à l'automne. Je viens juste de recevoir une facture de charge à 12. À 20, à 30 000 pour l'invasion. À Novorossiysk, chez nous, seuls les prix augmentent, pas les salaires. Voilà la réalité. Les entreprises ferment massivement à cause de la hausse des impôts. Les entreprises deviennent déficitaires. Et plus personne ne va dans les centres commerciaux. Regardez à quoi ressemblent les allées commerçantes. Que des locaux à louer. Après 27 ans d'activité, une marque célèbre de vêtements de créateurs russes a annoncé sa fermeture. Pour survivre à l'année 26, pour comprendre ce qui se passe, pour tâtonner. Désormais, 40% de ses revenus. Le Russe moyen les dépense pour se nourrir. C'est ce que montrent les dernières données de Rosstat. Les prix des concombres en Russie ont atteint des sommets. De la fin décembre au 2 février, ils ont augmenté de 43%. Les gens ont commencé à comparer leur prix non seulement à celui des crevettes, mais aussi à celui des fruits importés. Nous vivons une époque étonnante. La mangue, la pitaya coûte moins cher que les concombres. La vente de ces légumes a commencé à être limitée en poids par personne. Vous n'allez pas en revenir, regardez. Des concombres 639 roubles. Prenez 639. En banlieue de Moscou, un paquet de 2 tomates coûte 890 roubles. Des fruits et légumes de 3e catégorie sont apparus dans les magasins. Les parties pourries sont coupées et il s'avère qu'il y a une forte demande pour ces restes. Le ministère de l'Agriculture a expliqué la hausse du prix des concombres par la saisonnalité, tandis qu'à la Douma, on a recommandé aux Russes de cultiver des concombres chez eux, sur le rebord de la fenêtre, au lieu d'attendre une baisse des prix. Pour masquer la situation réelle, dans les magasins, les prix sont affichés non pas pour le paquet, mais au gramme. Ils ont le droit de fixer le prix pour 100 grammes d'un produit qui a déjà un certain poids. Le prix devrait être indiqué pour l'emballage. Les jeunes disent qu'il est plus facile d'aller dans un pays voisin pour acheter de la nourriture que de survivre en Russie. Tour d'horizon des magasins du Kazakhstan. C'est parti. Ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que tous les noms sont en russe, donc on ne risque pas de se tromper. J'aime beaucoup la diversité des produits. Regardez, c'est mon pâté préféré. Je l'ai acheté à Pyateroshka pour environ 130 roubles. Ici, il coûte 569, c'est 75 à 80 roubles. C'était la situation en Russie il y a bien longtemps, en 2008. La crise était comparée à la Grande Dépression des années 30. Au XXIe siècle, Poutine a plongé le pays dans la pauvreté. C'est la conséquence d'une autre grande question à laquelle je ne veux pas répondre. On voit bien ce qui se passe dans le pays. Vous comprenez bien où part tout l'argent, non? Eh bien, c'est comme ça, en quelque sorte. Le dictateur du Kremlin dilapide des milliards du budget russe pour poursuivre la guerre contre l'Ukraine et vide les dernières pièces des poches des Russes.
Le gouvernement de Vitia Poutine dit « Oui, c'est juste une brève flambée. Déjà en février, tout se calmera. Tout cela est faux. » En fait, il s'agit maintenant du premier choc, la hausse des prix. Et ensuite, le choc va se propager en chaîne. Mais comme vous le comprenez, tout le monde va voir une augmentation de ces 2%. Bien sûr, l'État va rendre quelque chose, compenser certaines choses. Mais maintenant, une hausse générale des prix va commencer. Et autant que nous le savons, sachant déjà cette augmentation, beaucoup de gens... Les fournisseurs de produits alimentaires, à la fin de l'année dernière, avaient prévenu les distributeurs qu'ils comptaient augmenter les prix au premier trimestre. Leurs prix de gros, ceux auxquels ils vendent aux distributeurs, de 15 à 20%. L'économie russe a terminé l'année 2025 avec des indicateurs catastrophiques. Et ce n'est pas encore le pic. En Russie, en 2026, presque tout va augmenter de prix. Le logement, l'électricité, les télécommunications et même les soins dentaires. Et le Kremlin continue d'essayer de cacher et d'ignorer les conséquences économiques de sa guerre contre l'Ukraine, des sanctions occidentales et des décisions désastreuses en matière de politique économique. Nous verrons bien sûr, mais les attentes sont que cette période sera de courte durée. L'armée ukrainienne reprend la Crimée. À Sébastopol occupée, l'une des plus longues attaques contre la ville a été signalée. Le soi-disant gouverneur de Sébastopol, Razvodjaïev, affirme que les forces de défense antiaérienne et la flotte de la mer Noire ont repoussé toute la nuit une attaque des forces armées ukrainiennes. 24 drones auraient été abattus. Voici les détails. La Crimée gronde à nouveau. Explosions dans des installations militaires, drones au-dessus de la péninsule et systèmes de défense aérienne russes endommagés. L'Ukraine réduit la capacité de la Russie à utiliser la Crimée comme base militaire. Mais qu'est-ce que c'est? Simple coup dur ou début du retour de la péninsule? Dans la nuit du 17 février, le gouverneur de Sébastopol a annoncé l'une des attaques les plus longues contre la péninsule. Cette même nuit, le pont de Crimée a été fermé, des centaines de voitures coincées dans les embouteillages et des trains retardés. Il n'y avait pas eu d'attaque aléatoire contre la Crimée depuis le 22. Toutes les opérations étaient planifiées et soigneusement réfléchies. Et maintenant, lorsque des frappes sont menées contre des cibles en Crimée, nous les considérons davantage dans le contexte du premier échelon de défense pour les cibles à atteindre dans le Caucase. En plein cœur de l'infrastructure militaire russe, un dépôt de Iskander à Pazeshnoye a été détruit par les forces ukrainiennes des opérations spéciales. Il y a des installations fixes, elles sont constamment surveillées et ce sont elles qui subissent le plus de frappes. Et il faut savoir qu'il existe également des cibles qui sont à la fois mobiles et tout à fait temporaires. Il devient alors nécessaire de calculer avec précision, de planifier minutieusement chaque étape d'une opération complexe, puis de la mener à bien avec succès. Tout d'abord, un éclair, puis une colonne de fumée. Au cours de la semaine dernière, les fantômes ont frappé un complexe canon-missile anti-aérien. Le Pantsir S-1, le système radar Nebo-U et le bateau de débarquement BK-6. Maintenant, tout cela n'est plus que de la ferraille, ce qu'il reste de cette précieuse technologie russe. Le système de surveillance de la situation en surface et dans les airs est un élément clé de la connaissance de la situation en mer et dans les airs. C'est pourquoi les stations radars sont des cibles principales. La première chose, ce sont les stations radars, ensuite viennent les complexes de défense antiaérienne, puis la percée des défenses. Désormais, les aérodromes les mieux protégés de Crimée n'arrêtent plus les forces ukrainiennes. Le 20 janvier, l'aérodrome de Jankoï a été frappé, ciblant son centre de contrôle aérien. Mais ce n'est pas tout, car auparavant, sur l'aérodrome de Sébastopol, du matériel d'une valeur de centaines de millions de dollars avait été détruit. En particulier, un avion de transport russe qui était simplement stationné là, attendant qu'un drone ukrainien vienne le frapper. La Crimée est une base militaire clé et un centre logistique pour les forces russes. Et c'est précisément de là que partent le plus souvent les attaques contre l'Ukraine. L'aviation est importante des deux côtés. Premièrement, l'aviation joue le rôle d'élément de défense anti-aérienne. C'est le premier échelon de la défense aérienne de l'ennemi. Deuxièmement, il est absolument nécessaire de souligner que, par-dessus tout,
Ce sont ces agresseurs russes qui sont en train de détruire systématiquement l'ensemble de nos villes et de nos infrastructures civiles à travers tout le pays. Eh bien, ils reçoivent ce qu'ils méritent. Sous les frappes de la défense anti-aérienne, radars, aérodromes, bases militaires et équipements navals, ce n'est plus une action ponctuelle, mais un affaiblissement systématique de l'infrastructure militaire russe sur la péninsule. Aussi longtemps que les forces d'occupation de la Fédération de Russie, présentes sur notre Crimée occupée, continueront d'attaquer le territoire souverain de notre Ukraine, ils recevront naturellement en retour une réponse proportionnée et vigoureuse. Un autre problème est que la Russie, pour une raison ou une autre, ne protège pas activement même ses équipements et installations militaires les plus importants. Est-il vraiment vrai qu'il n'existe aucun équivalent au système de défense aérienne et qu'il est incapable d'y faire face ? Ils tournent là-bas depuis le Kamchatka S, Sakhalin. Du Primorier, les systèmes qui étaient en service au combat sont acheminés vers notre Crimée. Ils se sont retournés alors qu'ils les traînaient, nos forces de défense ont frappé. Nous l'avons traîné là, nous avons fait demi-tour et nous nous préparons pour la prochaine frappe. Cela signifie que les nouvelles montagnes arctiques doivent d'abord être détruites pour que la frappe soit réussie. La Crimée reste la principale tête de pont de la Russie pour les frappes contre l'Ukraine. Et plus elle est utilisée activement, plus elle devient fréquemment une cible. Et la question n'est plus seulement de savoir s'il y aura de nouvelles attaques, mais de savoir combien de temps la Crimée pourra rester le principal hub militaire de la Russie. La Russie prépare une utilisation massive de drones maritimes contre l'Ukraine. C'est ce qu'annonce la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine. Selon les renseignements militaires, les Russes, en fait, copient activement l'expérience ukrainienne dans l'utilisation de véhicules maritimes sans équipage et passent progressivement à la tactique des frappes massives. En d'autres termes, ils adoptent ce qui a déjà fonctionné pour l'Ukraine et prévoient de le déployer à grande échelle. L'ennemi a annoncé le développement d'un nouveau bateau maritime sans pilote, le Skorlupa. Ce drone serait apparemment capable non seulement d'opérer en mer, mais aussi de transporter des drones FPV pour d'éventuelles attaques en direction d'Odessa et de Mykolaïv, une distance qui correspond aux paramètres techniques annoncés de ces systèmes. Comme l'écrit le média RBC Ukraine, en se référant à des sources, Poutine a donné pour mission d'assurer un blocus de fait de la mer Noire et de faire pression sur la navigation ukrainienne, comme l'un des éléments clés de la guerre contre l'Ukraine. Pour le Kremlin, le contrôle de la mer Noire ne concerne pas seulement la présence militaire, il s'agit aussi d'économie, de logistique, d'exportation, d'assurance et de pression psychologique sur les partenaires internationaux de l'Ukraine, explique l'un des interlocuteurs du média. En fait, tout cela signifie une seule chose. Moscou essaie non seulement de compenser les pertes de sa flotte grâce aux technologies sans pilote, mais aussi de rétablir un contrôle total sur la zone maritime. Et cela crée des risques non seulement pour l'Ukraine, mais aussi potentiellement pour les pays de l'OTAN. Les drones maritimes sont capables de sérieusement ébranler la sécurité de la navigation en mer Noire et même au-delà. Et, à en juger partout, il ne compta pas s'arrêter là dans cette direction. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour ne pas manquer nos prochaines émissions. À bientôt.